conflit entre les États-Unis d'Amérique, Israël et la République islamique d'Iran. Et je salue d'ailleurs la prolongation du délai qui a été donné pour le cessez-le-feu. Et il faut souhaiter, et il faut que les Nations Unies aussi participent dans la recherche de solutions définitives dans ce conflit, dans la protection des pays de la région, dans la sécurité et la sûreté nucléaire également, mais travailler aussi sur le Moyen-Orient, qui est un conflit qui a duré depuis plusieurs décennies entre Israël et la Palestine, le Liban. Tout ça, c'est des préoccupations urgentes. Je n'oublie pas, bien sûr, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et je n'oublie pas, venant d'Afrique, le conflit sur le Soudan, qui est le plus meurtrier aujourd'hui, où on a le plus de victimes qui se déplacent et où l'action humanitaire est plus que jamais, en tout cas, une urgence pour le monde entier. Donc ce sera vraiment une action diplomatique très forte qui sera engagée sur l'ensemble des théâtres de conflit. Je vous remercie. Merci. I now give the floor. Je donne maintenant la parole à l'Uruguay qui va s'exprimer au nom du G77 et de la Chine. Ensuite, nous aurons une organisation de la société civile et le Pérou. The group of 77. Le G77 et la Chine accordent beaucoup d'importance à la sélection et la nomination du secrétaire général et réaffirment la nécessité de veiller à ce que ce processus reste ouvert, transparent et inclusif conformément aux résolutions de l'Assemblée générale. Premièrement, en ce qui concerne l'initiative ONU 80 lancée par le secrétaire général, M. Guterres, comment évaluez-vous les propositions et qu'est-ce qui pourrait, selon vous, faire avancer les Nations Unies pour qu'elles soient plus efficaces, plus efficientes et un meilleur impact sur le terrain? Comment veiller à ce que toute réforme respecte le caractère intergouvernemental des Nations Unies, ainsi que l'équilibre entre les trois piliers ne se fasse pas aux dépens des mandats des droits humains du développement. Deuxièmement, comment assurer la mise en œuvre pleine et entière et dans les temps du programme à l'horizon 2030, compte tenu des objectifs, du principe de responsabilité commune et différenciée et de l'engagement à ne laisser personne de côté. Plus précisément, comment envisagez-vous le rôle du secrétaire général et du secrétariat pour promouvoir ces objectifs? Troisièmement, si vous devenez secrétaire général, comment allez-vous assurer une distribution équitable sur la base d'un équilibre géographique et entre hommes et femmes, et ce conformément aux résolutions de l'Assemblée générale et article 101 de la Charte? Comment allez-vous veiller à une représentation des pays sous-représentés et non représentés, notamment des pays en développement, aux postes clés des Nations Unies dans l'ensemble du système? Quatrièmement, alors que la marge de manœuvre budgétaire se rétrécit, que l'APD diminue, que il y a un déficit en matière de développement, comment allez-vous, si vous êtes secrétaire général, mobiliser le système des Nations Unies pour promouvoir le développement, accélérer la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030 et le financement du développement conformément aux priorités des pays en développement? Cinquièmement, compte tenu de la crise financière, du risque de faillite de l'organisation, quelles sont les mesures que vous prendriez en tant que secrétaire général pour assurer le respect par les États membres des obligations financières, pour veiller à ce que les contributions soient payées entièrement, sans précondition et dans les temps? Enfin, notre groupe souligne l'importance qu'il y a à préserver l'indépendance, l'impartialité du secrétariat tout en veillant à ce qu'il apporte un soutien équitable à tous les États membres dans l'exercice de ses responsabilités. Je vous remercie. Je remercie l'Uruguay qui s'est exprimé au nom du G77 et de la Chine. Madame la représentante de l'Uruguay, au nom du groupe de 77 et de la Chine, je vais poser plusieurs questions très importantes. Évidemment, j'ai 3 minutes, mais je peux vous donner l'assurance que si j'ai la confiance des États membres, le secrétaire général que je serai mettra tout en œuvre pour d'abord restaurer la confiance. Parce que c'est de la restauration de cette confiance dont dépendra la facilité de mobiliser justement les obligations financières des États membres. Qu'elles étaient consenties
évidemment, certains États considèrent qu'il n'y a pas assez de réformes au niveau du système. Donc, nous allons très rapidement montrer ce que le système peut faire pour améliorer sa gestion et éviter les duplications. Mais les efforts ne se limiteront pas à cela. Il va falloir que les pays respectent leur engagement en matière de contribution. Une fois qu'on a un open book, qu'on montre clairement ce que l'organisation peut faire de mieux en termes de rationalisation, d'optimisation, nous pourrons véritablement, en ce moment, par la négociation et la dissuasion, amener les uns et les autres à aller vers le respect des contributions. Bien sûr, nous avons toujours beaucoup de défis et il va falloir peut-être réfléchir avec les États membres. Parce que le débat de fond, c'est que qu'est-ce que nous sommes prêts à faire ensemble? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller ensemble? Et comment devons-nous le faire? Si on répond à cette question, je pense que le secrétariat fera ce qui est de son devoir, qui est de réformer, d'impliquer, de respecter la rotation, la distribution géographique, vous l'avez dit, et ça, la charte le définit très clairement à l'article 101. Donc il faut tenir compte de la répartition géographique dans le recrutement du staff, en particulier pour les postes importants au niveau du secrétariat. Ce sera une chose qui sera faite de façon tout à fait équitable. De la même façon, sur l'indépendance du secrétaire général et de manière générale du secrétariat, là aussi l'article 100 de la charte indique très clairement que le secrétaire général ne doit être inféodé à aucun État membre. Et moi, j'ai la chance d'avoir été pendant 12 ans président de la République. Et ces 14 dernières années, j'ai pu échanger régulièrement à l'occasion des sommets du G7, du G20, avec tous les leaders qui représentent aujourd'hui les leaders de ces organes du Conseil de sécurité, en particulier les membres permanents, mais aussi d'autres leaders qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité. Et je n'ai pas de frontières, j'ai toujours été un homme ouvert au dialogue, ouvert à la coopération, aussi bien avec l'Ouest qu'avec l'Est, avec le Nord comme avec le Sud. Et je pense que cette attitude va rester. Je serai un secrétaire général tout à fait neutre et indépendant qui aura pour seule mission d'apporter tout son soutien à l'organisation et toute sa crédibilité pour que nous puissions justement bâtir ce qu'on a appelé ces ponts, faire en sorte que les questions difficiles soient traitées avec la confiance. Donc voilà ce que je voulais dire. Pour l'agenda, nous allons poursuivre l'agenda post-2030. Déjà, l'Assemblée générale, par une résolution, a montré que le pacte du futur donne une certaine indication. Et avec vous, les États membres, nous allons voir qu'est-ce qui sera fait post-2030. Je vous remercie. Merci. Je vais maintenant donner la parole à la première organisation de la société civile. J'invite la représentante de Girls in Diplomacy Institute à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Excellence, Monsieur Macky Sall, le prochain secrétaire général ou la prochaine secrétaire générale va hériter d'une institution conçue pour la géopolitique de la moitié du XXe siècle, qui fonctionne maintenant dans un paysage qui s'est radicalement transformé. Au-delà des réformes structurelles, comment pensez-vous remédier aux manquements? Comment comment participer à des négociations multilatérales complexes avec l'infrastructure institutionnelle? Merci. Monsieur Sall. Je vous remercie, Madame. Thank you very much for your question. Merci de votre question. Je crois que la société civile est très importante pour l'organisation. Nous devons changer la donne avec les États membres et voir ce que la société civile peut mieux faire dans le domaine de la paix, de la sécurité et de l'action humanitaire. Je crois que nous pouvons vraiment travailler de façon transparente avec une étroite coopération avec la société civile. Ce serait donc un nouveau modèle qui serait défini avec le secrétariat, bien évidemment, mais aussi en nous livrant
à une réflexion, en écoutant aussi les points de vue des États membres en matière d'action. Nous avons effectivement besoin de la société civile, une société civile très indépendante, et je travaillerai avec vous en suivant la charte de l'organisation. Mais je crois que nous pouvons travailler davantage avec la société civile, et je serai prêt à le faire. Merci, merci. Je donne maintenant la parole au Pérou qui va s'exprimer au nom du groupe ACT, suivi de la Norvège et de l'Ouganda. Président Macky Sall pour sa présentation. I would like to ask... Je voudrais poser 3 questions au nom du groupe ACT. Qui regroupe 27 petits pays, pays à taille intermédiaire de différentes régions. Nous voulons des Nations Unies plus redevables, plus transparentes et cherchons à améliorer les modalités de travail du Conseil de sécurité. Premièrement, le processus de sélection et de nomination du secrétaire général est essentiellement un processus conjoint entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Néanmoins, ce n'est pas le seul domaine dans lequel ces deux organes ont un mandat complémentaire. Comment envisagez-vous le rôle de l'Assemblée générale pour ce qui est du maintien de la paix et de la sécurité? Deuxièmement, lorsqu'il y a un conflit de grande taille entre une grande puissance, avec une grande puissance, le Conseil de sécurité est bloqué, et donc dans les 72 heures, que faites-vous? Quel est le résultat que vous recherchez? Troisièmement, dans votre vision stratégique, vous dites que vous voulez avoir une vision intégrée de la paix, de la sécurité, du développement et de la prospérité partagée. Vous voulez forger cette vision. Cette vision regroupe plusieurs piliers des Nations Unies, paix, sécurité et développement. Le troisième pilier, les droits humains, ne figure pas dans cette vision. Quelle est votre position pour ce qui est de la protection du pilier droits humains des Nations Unies? Quelles sont les réformes ou les stratégies que vous lanceriez pour renforcer le pilier droits humains? Seconde, pour faire une question en tant que représentant du Pérou, je voulais savoir votre position au sujet du multilinguisme et en particulier l'utilisation de l'espagnol dans les travaux des Nations Unies. Et dans ce contexte, comment va votre espagnol? Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci, en espagnol dans le texte. Je remercie le représentant du Pérou qui s'est exprimé au nom du groupe ACT, M. Sall. Gracias, parle l'espagnol. Very, very few. Merci, je parle espagnol mais un tout petit peu, désolé. Par cette question qui est essentielle, le multilinguisme est une richesse et nous devons tout faire pour le préserver. Nous avons 6 langues officielles. Il nous faut aller vers l'application de ces langues dans le travail. Nous avons 2 langues officielles de travail, l'anglais et le français. Je sais que les anglophones n'ont pas souvent le besoin de faire une autre langue puisque c'est la langue où tout converge, mais nous devons quand même valoriser le multilinguisme dans l'organisation. Je suis sûr que si je suis secrétaire général, je vais travailler aussi avec l'intelligence artificielle pour que non seulement les 6 langues officielles soient vraiment pratiquées de façon plus facile, mais toutes les autres langues, en réalité, nous aurons les outils par l'IA pour que les questions de traduction ne soient plus de grandes difficultés. Bien sûr, je ne veux pas dire qu'on n'a pas besoin d'interprètes, loin s'en faut. On a toujours besoin des ressources humaines pour valider d'abord ce qui nous est proposé, mais il y a un moyen de valoriser la langue. Et la langue, elle véhicule aussi la culture et la civilisation. Donc c'est ça la richesse. C'est pourquoi moi je suis un partisan du multilinguisme, je suis déjà polyglotte, même si au niveau des langues internationales, j'en connais que 2. Je suis en train d'apprendre l'arabe, voyez-vous, et j'ai des langues nationales africaines. Donc c'est une richesse que nous devons tous développer. S'agissant maintenant des questions que vous avez posées au nom des 27 petits pays, dites-vous, je répète vos termes, sur le processus de sélection, je crois qu'il y a déjà la charte qui l'a définie. La charte dit l'Assemblée générale élue le secrétaire général sur proposition du Conseil de sécurité. Donc, chaque
entité a son rôle à jouer et c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. Bien sûr, c'est le Conseil qui fera la proposition. Et je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui montre qu'il y a une évolution, puisque avant on ne savait même pas comment le SG était choisi. Les gens ils se réveillaient, on savait que bon, on a décidé qu'un tel est choisi entre les pays au niveau du Conseil de sécurité. Donc il y a eu des progrès, en tout cas dans ce qu'on peut appeler la démocratisation du processus. En ce qui concerne la vision que j'ai évoquée, vision intégrée paix et sécurité et prospérité, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement sans paix. Dans les pays où il y a la guerre, on ne peut plus parler de développement. On parle de morts, on parle de déplacés, on parle de réfugiés, on ne parle plus de développement, ni d'éducation. Donc, on ne peut pas traiter séparément la question. C'est pourquoi, même pour les opérations de maintien de la paix, je crois qu'il faut que la dimension politique, la dimension économique soit intégrée. Parce que là où il n'y a pas de développement, où il n'y a pas d'emploi, où il n'y a pas de perspective, il est clair que parler de paix sera difficile. La paix seule aussi ne suffit pas s'il n'y a pas les efforts qu'il faut. Il faut donc combiner l'ensemble et je crois que déjà il y a un effort que les Nations Unies font, mais il faut insister davantage sur cette dimension économique qui doit accompagner la dimension maintien de la paix ou même rétablissement de la paix. Pour ce qui concerne les droits humains, ils sont parfaitement dans les piliers parce que j'ai indiqué que nous avons 3 piliers dans la charte des Nations Unies. Donc, j'ai déjà dit que les réformes qui seront engagées permettront de renforcer notre action en matière de renforcement des droits humains. Donc, je vous remercie. Thank you. Merci. Je donne maintenant la parole à la Norvège, suivi de l'Ouganda et des Philippines. Je vous remercie, Madame la Présidente. Il faut essayer le multilinguisme. Merci beaucoup, Monsieur Sall, pour la présentation de votre vision et la participation dans ces processus interactifs. Norway is a member. La Norvège est membre du groupe mondial ONU 80 avec la Barbade, l'Indonésie, la Jordanie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Sénégal, Singapour. En faisant fond sur l'initiative de groupes régionaux semblables lors de la 70e session de l'Assemblée générale, nous avons aussi l'intention de présenter des idées et recommandations pour le prochain secrétaire ou la prochaine secrétaire générale, qui que ce soit, ce qui concerne l'avenir de l'organisation. Par conséquent, nous vous remercions, Madame la Présidente, d'avoir permis aux membres de discuter avec les candidats et candidates. Une question. Si vous êtes secrétaire général, qu'allez-vous faire pour restaurer la confiance entre le secrétariat et les États membres, vous en avez brièvement parlé, et également entre le bras exécutif et le reste du système, et pour établir la confiance dans l'ensemble du système des Nations Unies. Je voudrais également poser une question à titre national. Nous pensons que le ou la secrétaire générale devrait être indépendant, faire montre d'indépendance dans la sélection des hauts fonctionnaires. Si vous êtes sélectionné, comment allez-vous constituer votre équipe? Comment allez-vous faire pour préserver votre indépendance? Comment allez-vous tenir compte de facteurs tels que la géographie et l'équilibre femmes-hommes, outre la question du mérite, dans ces désignations? Et comment allez-vous éviter la poursuite ou le maintien de monopoles à des postes clés par certaines nationalités? Merci. Je remercie la représentante de la Norvège qui s'est exprimée au nom du groupe mondial ONU 80. Merci, merci Madame la Présidente. De la Norvège, merci pour votre question très importante au nom du groupe que vous représentez. Alors, pour la restauration de la confiance, je crois que cela passera par d'abord le fait que chaque pays membre perçoivent que le secrétaire général n'est ni dans le camp ouest, ni dans le camp est, ni un homme du sud global ou un homme du nord global. C'est extrêmement important. L'indépendance. Ça, je crois que c'est la base pour pouvoir être accepté
et qu'on sache que tout ce qui nous motive, c'est de faire avancer cette organisation. Moi, je ne suis pas venu à New York pour faire carrière diplomatique. Je serai là pour les 5 prochaines années avec la confiance des États pour faire avancer cette organisation et la réformer. Et je sais que j'en ai les capacités si j'ai la confiance des États membres. Donc, cela m'amènera à votre deuxième question. Sur le choix des collaborateurs, il faudra bien sûr qu'il y ait de l'équité et de la transparence et le respect de la rotation régionale, le respect aussi du genre. Il est clair qu'en 1945, lorsque la charte était faite, on a parlé de la répartition géographique, de l'éthique et de la compétence. À l'époque, le genre n'était pas une préoccupation de premier. Je peux vous dire qu'en tant que secrétaire général, déjà, mon adjointe sera une femme. Venant du Sud, elle viendra du Nord. C'est comme ça que j'entends voir les choses. Et pour le reste, croyez-moi, ce sera sur la base vraiment d'une analyse objective et qui permettra de juger le secrétaire général sur ses paroles. Et si, justement, les États membres voient qu'il est sur la bonne voie, je crois qu'ils seront plus attentifs pour écouter et pour accompagner. Et c'est comme ça, donc, que, travaillant sur la confiance à restaurer, tous les autres sujets, tels que la rétention des cotisations, pourront trouver des solutions, puisque si les États membres sont convaincus maintenant que nous sommes sur le droit chemin, nous ne cachons rien, nous avons fait des efforts internes, je pense que rien ne pourra empêcher qu'ils participent pleinement dans la marche de notre organisation commune. Voilà ce que je voulais dire sur l'indépendance, je crois que je l'ai dit, sur également la présence des femmes. Pour terminer sur la présence des femmes. Moi, je suis un président qui a, pendant 12 ans dans mon pays, donné presque toutes les positions en dehors de celles que j'occupais, qui étaient de président de la République, aux femmes. J'ai nommé une femme Premier ministre. J'ai nommé les premières femmes gouverneurs de région. J'en ai nommé 3. J'ai nommé la première femme chef de la police, directeur général de la police nationale. La première femme générale de l'armée du Sénégal. Elle est encore seule. Donc, je suis un he for she, quelqu'un qui va davantage travailler pour la promotion des femmes et pour le droit des femmes, non seulement dans l'organisation, mais à travers le monde. Il est temps que les droits des femmes, j'ai aussi donné aux femmes sénégalaises la possibilité de donner leur nationalité à leurs époux et à leurs enfants, ce qui n'était pas le cas. Donc, je serai vraiment quelqu'un qui va absolument faire avancer les droits de la femme dans l'organisation et dans le monde autant que je le pourrai avec les États membres. Je vous remercie. Thank you. Merci. Je donne la parole au représentant de l'Ouganda au nom du mouvement des non-alignés, puis des Philippines, et puis l'organisation suivante de la société civile.